Principalement, notre métier, c'est à 98% de conseiller les collectivités dans leur rapport au commerce. Le commerce, aujourd'hui, c'est ainsi structuré autour d'une industrie de fabrication de centres commerciaux, et ce sont des puissances financières dont notre mission est d'essayer de faire en sorte qu'on les comprenne mieux pour arriver à en maîtriser leur développement et pour les intégrer davantage aux souhaits et aux besoins des collectivités. Alors, ce que je voudrais, c'est faire une petite explication de ce qui se passe dans le monde, pas du commerce forcément, mais dans le monde de la consommation. On est à un tournant. Les choses changent, les choses bougent, et les consommateurs évoluent un peu différemment de ce qu'on avait imaginé. Et j'en veux pour preuve le fait que quand on regarde ce qu'il en est des dépenses de consommation des ménages, en 2008, il y a une fracture. Avant 2008, on était sur des progressions régulières de la consommation en France. Et depuis 2008, on est sur une stagnation, voire une baisse de cette consommation. C'est la première fois. Et ça appelle à pas mal d'interrogations, à Nantes comme ailleurs. Alors, il y a des phénomènes qui expliquent cette baisse de la consommation, mais pas seulement. On voit qu'il y a une explosion de la consommation via le digital. Ça compense un petit peu, mais pas fondamentalement. La consommation, les valeurs de la consommation changent. Aujourd'hui, on est dans l'échange, on est dans le troc, plus qu'on ne l'était. On est dans l'occasion, plus qu'on ne l'était. J'en veux pour preuve le fait que Blablacar est devenu un concurrent considérable pour la SNCF. J'en veux pour preuve que Airbnb est le premier hôtelier parisien. J'en veux pour preuve plein de phénomènes, eBay et bien d'autres, qui facilitent la vente de produits de seconde main. C'est une donnée marquante. Le digital, lui, certes, il permet la consommation sur Internet, mais c'est surtout un canal d'information assez considérable, et puisqu'il amène au consommateur des informations que souvent le commerçant ne sait pas lui donner. Dans ces éléments d'information, il amène des choses qui sont fondamentales dans l'exercice du commerce, que sont le prix, le choix, le service. Et souvent, le digital permet d'exceller sur ces trois fonctions qui sont l'apanage du commerce. Et le digital le fait mieux que certains commerçants. Et ça change les rapports avec le commerce physique. Et ça, c'est un élément qui fait que l'ensemble de la chaîne du commerce aujourd'hui est en train de réécrire une partie de son histoire. Alors, on assiste à des tas de choses étonnantes. C'est que les prix, on sait comparer grâce à Internet, et les prix en magasin, ils baissent. Ce à quoi on assiste aujourd'hui également, c'est que la fréquentation dans les magasins, et surtout dans les centres commerciaux, elle est bien plus faible qu'elle ne l'était. Le CNCC publie, le Centre national des centres commerciaux, qui est l'organe, le syndicat professionnel des centres commerciaux, a fait émerger, sans vouloir vraiment le mettre en avant, une baisse de la fréquentation des centres commerciaux. Le marché de l'équipement de la personne. L'équipement de la personne, c'est tout ce qu'on porte sur soi. Depuis 2008, est un marché qui est en baisse. 16%, c'est un chiffre qui est assez considérable. C'est un chiffre dont peu de gens ont fait la publicité, mais c'est un chiffre réel. Qu'est-ce que ça induit derrière? Ça induit une baisse des marges des commerçants, et en particulier des commerçants physiques, des commerçants avec des magasins. Ils se retrouvent dans une situation aujourd'hui qui est assez inédite, c'est que les bailleurs, les propriétaires, sont assis grâce à des baux fermes négociés sur des durées très longues, refusent des baisses de loyer. Et ce que font les enseignes dans leur grande majorité, c'est qu'elles passent leur temps à renégocier ces baux. Souvent, ça ne fonctionne pas, souvent, ça ne marche pas. Elles n'arrivent pas à obtenir des baisses de loyer. Elles ont des baisses de chiffre d'affaires, des baisses de marge, elles n'arrivent pas à obtenir des baisses de loyer. Donc qu'est-ce qui se passe, mais de manière assez récente? On assiste à un phénomène de départ
des centres-villes et d'un certain nombre de centres commerciaux, d'enseignes, pour aller vers les périphéries. Et où vont-elles en périphérie? Elles vont dans ce qu'on appelle, dans le jargon, des retail parks, c'est-à-dire des accumulations de boîtes, plus ou moins organisées. Et ça, c'est un phénomène qui est tout nouveau et qui est véritablement lié à un phénomène de non-capacité à renégocier les loyers. Alors, quand vous vous retrouvez sur des centres-villes, et c'est le cas de Nantes, avec des problèmes de pénurie de surface commerciale en nombre de mètres carrés et dans des localisations sur lesquelles il y a des flux, vous vous retrouvez dans des positions assez difficiles pour certaines de ces enseignes, et c'est ce qui fait que le mouvement peut s'accélérer. À Nantes, on est dans un scénario un peu particulier. À Nantes, on a une périphérie qui est forte, voire très forte. On a une ceinture tout autour du périphérique avec certains pôles, dont par exemple Atlantis, pour ne pas le nommer, qui est un pôle extrêmement puissant. On y retrouve beaucoup de choses. Un accès facile, puisqu'il est sur la rocade, des parkings en nombre suffisant, et de manière... il y a toujours une place qu'on peut trouver sur Atlantis pour se garer, et une offre commerciale et culturelle extrêmement large. On est sur le parking du Zénith, il y a des cinémas, un gros multiplex, et c'est, à la surprise de beaucoup de gens, de Nantais et de gens d'ailleurs, c'est là que Apple Store s'est installé. Ça a été un signe. Ça a été un signe de la pénurie des surfaces en centre-ville et de la surface bien situées en centre-ville. Quand on regarde le tableau qui est à droite, qui est le poids en mètres carrés des surfaces de périphérie par rapport aux mètres carrés de centre-ville, on voit que, et encore dans le chiffre qui est donné de 21 sur ce qui concerne Nantes, vous devez inclure le centre commercial de Beaulieu. Beaulieu étant par extension dans le centre-ville, mais pas complètement. Donc, si on enlevait le centre commercial de Beaulieu, on serait sur un chiffre qui serait de l'ordre de 15%. Et donc, ce qui fait qu'on a un poids disproportionné entre le centre-ville et la périphérie, et c'est une des caractéristiques nantaises. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on a un centre-ville qui a une tendance à pouvoir être fragile. Et si on n'a pas les mètres carrés suffisants pour un centre d'enseigne, type Apple Store, où vont-ils? Là où il y a de la place, et là on fait par tous les moyens, on cherche à les accueillir. Carré Fédot, c'est autre chose. Carré Fédot, c'est autre chose. Carré Fédot, c'était un parking. Et ce n'était pas forcément des mètres carrés commerciaux. On pourra y revenir sur Carré Fédot tout à l'heure, si vous le souhaitez. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à en dire. J'en veux pour preuve que les chiffres, les indicateurs économiques sur le centre-ville, ce sont des chiffres qui sont donnés par Nantes Métropole, il n'est pas à la hausse. Et ça, par rapport à la pénurie des surfaces, c'est pas forcément un bon signe. Et dans le contexte dans lequel on est, c'est encore moins un bon signe. Moi, je voudrais simplement rappeler une chose. C'est que pourquoi ça s'appelle Petite Hollande? Ça s'appelle Petite Hollande uniquement pour une chose, c'est que c'était fréquenté par des Hollandais au XVIe siècle. C'était avant l'édit de Nantes, après l'édit de Nantes, pendant l'édit de Nantes, et c'était un lieu sur lequel on commerçait. Qu'est-ce qu'ils vendaient, qu'est-ce qu'ils achetaient? Les Hollandais avaient délégué des colonies des Pays-Bas pour venir acheter du vin en barrique, produit dans la région. Il me semble qu'on est dans une région qui produit des bonnes choses. Et on l'exportait dans des bateaux qui étaient à quai. Il y avait une grande tradition. Les Hollandais s'étaient implantés sur Nantes, il y avait leurs enfants, et il y a dans un certain nombre de familles encore à Nantes des origines hollandaises. Donc le commerce était sur ce qu'on appelle Petite Hollande aujourd'hui. Pourquoi ça s'appelle la bourse du commerce? C'est aussi la même chose. C'est qu'historiquement, il y a toujours eu une fonction liée au commerce. Et puis, ce n'est pas le fait du hasard. Si à Nantes, il y a un marché avec 400 étals sur l'esplanade de Petite Hollande. 400 étals, il y a très peu de marchés en France qui en aient autant. Très peu. C'est peut-être... je crois qu'à Bruxelles, il y en a un qui fait autant, qui a 400 étals à peu près. Mais 400 étals, c'est énorme. Et puis ce qui est extraordinaire sur ce marché, c'est que c'est un lieu par essence de commerce.
On y retrouve absolument de tout. Je pense que c'est tout Nantes qui s'y rend. C'est tout Nantes qui vient y acheter. Vous pouvez y trouver les prix les plus bas que vous pouvez imaginer. Et c'est une force, c'est le véritable cœur, 2 fois par semaine, de la ville de Nantes. 1 fois par semaine le samedi, pardon. Et je pense que... Mais bien sûr qu'il faut le laisser. C'est la fonction marchande de la ville, c'est le cœur marchand de la ville, et c'est absolument fondamental de le garder. Ce qui se passe, c'est que ce qui nous apparaît fondamental également, c'est qu'il y a un manque de surface pour des enseignes en centre-ville de Nantes. Où peuvent-elles aller ? Je prenais l'exemple tout à l'heure de Desigual, qui est une enseigne que les jeunes affectionnent particulièrement, qui est une enseigne catalane, qu'on retrouve en corner, certes, aux Galeries Lafayette, mais qui est dans 2 sites à Nantes, Beaulieu et Atlantis. Ils n'ont pas réussi à trouver en centre-ville de Nantes, ils sont allés en périphérie. Donc ils renforcent la périphérie. Je pense qu'également, aujourd'hui, avec l'évolution du consommateur, la nouvelle donne quant à la proposition commerciale, il est fondamental qu'on ne parle pas d'un centre commercial, mais qu'on parle d'un espace marchand au travers d'un quartier dans lequel on multiplie les fonctions. On ne peut pas plus aujourd'hui raisonner sur des centres commerciaux. Le produit centre commercial, si jamais il a existé, est un produit qui a daté. Et les polarités commerciales aujourd'hui doivent être protéiformes, plurifonctionnelles, et doivent pouvoir séduire des consommateurs qui se sont de plus en plus avertis sur ce qu'il en est des avantages et des inconvénients de chacune des formules. Un quartier, il a le droit d'être vivant. Il peut certes avoir des horaires des commerçants, mais aussi il peut fonctionner le soir. Et en fonctionnant le soir, on a un style de la vie. Donc c'est la raison pour laquelle nous proposons que Petite-Hollande devienne progressivement un quartier, un lieu animé, accessible, autour de tout un tas d'activités pour en faire un concept. Oui, oui, oui. Ben non, si vous faites des gestes. Autour de loisirs culturels, nous pensons que le cinéma a plus que sa place, que les salles de spectacle également, parce que aujourd'hui, autant la vente des CD a chuté, autant le téléchargement est quelque chose qui se développe, mais autant le spectacle vivant n'a jamais été aussi puissant en France et dans le monde, en Europe, qu'actuellement. Le spectacle vivant est une pratique culturelle extrêmement forte, et nous pensons que ça pourrait avoir tout à fait sa place sur l'esplanade de Petite-Hollande. Des bistrots, des restaurants, des lieux où on peut écouter la musique le soir quand on a fini de travailler, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ou de jeunes cadres pratiquent de plus en plus. Il nous semble essentiel également qu'on essaye de fabriquer quelque chose qui soit emblématique, un signal architectural, qui soit le symbole du dynamisme et de la modernité de Nantes, au cœur du nouvel espace public. Et évidemment, en jouant sur l'accessibilité, celle du sud, celle par le sud et celle par l'ouest, avec des parkings qui sont actuellement en surface. Les conditions du succès nous paraissent être un lien et une complémentarité qu'il faut absolument par tous les moyens rechercher avec le cœur marchand, parce qu'on n'est pas exactement au cœur marchand. Il faut fabriquer le lien. L'accessibilité, on vient d'en parler. De faire en sorte que ce quartier soit un quartier autour de la culture, la modernité et l'achat-plaisir, dans le cadre d'une taille suffisante pour participer à l'élargissement du centre-ville. Sans quoi, on risquerait, et c'est un des problèmes de Carré Fédot, d'avoir un objet d'une taille insuffisante. Il me semble que, pour résumer, aujourd'hui, dans le cadre d'un contexte de profonde mutation de la distribution, on vient d'en parler rapidement, Nantes doit prendre l'initiative d'une opération emblématique pour son centre-ville. On est dans une situation complexe. Nantes ne peut pas rester en regardant la distribution s'organiser à son détriment. On va poser des questions, vous disputerez les réponses. Moi, j'ai une question en premier, peut-être à M. Fortier. Vous nous avez parlé dans les aménagements passés du rapport à l'eau
l'île Feydeau, la miroir d'eau. Et dans la place de la Petite Hollande, dans les projets ou dans les hypothèses que l'on peut avancer, dans les hypothèses, quel rapport à la Loire vous voyez dans cette place? Quel rapport à la Loire retrouvé? Vous avez parlé de la lumière, vous avez parlé, mais le rapport à l'eau, à la Loire. Je pense que, si vous voulez, il y a deux registres de projets. Enfin, il n'y a pas seulement les bons et les mauvais projets, mais dans les bons projets, il y a des projets qui sont plutôt de l'ordre de l'objet. Alors, objet, ça peut être 10 mètres de haut ou 100 mètres de haut. Hein. Si vous regardez l'immeuble de la télévision de Pékin, c'est un objet, bien, un peu insolite comme ça, c'est un objet. Et il y a des projets qui sont plutôt géographiques, qui ne travaillent pas tout seuls, mais qui travaillent avec le site. Bien. Je ne sais pas quelle sera la forme à donner à ce programme, mais le site, c'est en effet ce plan de l'ancien lit de la Loire, le plan plus bas et d'ailleurs mouvant de la Loire actuelle, la végétation qu'on va introduire avec la promenade, la végétation plus sauvage et un peu bricolée, parce qu'il y a des estacades, il y a des ouvrages un peu plus loin. Tout ça, c'est le matériau avec lequel il faudrait fabriquer cette fenêtre vers l'estuaire, hein, qui est recherchée par les élus, peut-être par une partie de la population de Nantes, j'en sais rien. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu théorique ce que je vous raconte, mais il y a vraiment deux familles, si vous voulez. Toujours sur la place de la Petite Hollande, vous avez évoqué le sujet, mais je veux bien qu'on y revienne un peu avec cette question. La place du marché, vous nous avez dit tous les trois que le marché de la place de la Petite Hollande était un marché qui fonctionnait bien, qui était un événement. Comment demain le maintenir tout en pensant au renouvellement et à une nouvelle vie pour cette place? Alors, une première remarque qui n'a rien de spécifique à Nantes, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des difficultés du commerce et du grand commerce. S'il y a bien une forme de commerce qui a un succès absolument partout en France et que beaucoup d'étrangers nous envient, ce sont les marchés forains, voire les marchés couverts. C'est la meilleure manière de trouver l'adéquation entre les besoins d'un consommateur et un producteur qui vient vendre ses produits. Et il y a une particularité à Nantes, c'est que Nantes a une grande chance, c'est la ville la moins chère de France, et dans ce marché en particulier, vous avez des produits à des prix imbattables. C'est aussi ce qui en fait son élément d'attractivité. Donc, je dirais un postulat, le marché, c'est un actif extraordinaire. Il faut surtout tout faire pour qu'il reste. Alors, est-ce que ça sera 400 étals, 398 étals, 402 étals ? On n'en est pas encore là, mais il faut l'organiser. Les camionnettes, tout à l'heure, elles doivent se retrouver, pas forcément partout mélangées avec les étals, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est en discussion avec les différents commerçants qu'il faut arriver à l'organiser. Mais un marché, c'est une chance extraordinaire sur Nantes, pour Petite Hollande, et puis quelque part, c'est le symbole de Nantes aujourd'hui. Donc, on y retrouve tout le monde. Moi, j'ai été impressionné, et je pense qu'il faut par tous les moyens que ça reste. Question, on va parler un petit peu commerce, que vous en avez parlé. Vous avez évoqué le commerce d'aujourd'hui et le commerce de demain. Vous nous avez montré à travers votre présentation qu'il y avait des potentiels pour de nouveaux secteurs qui pourraient accueillir demain une activité commerciale. C'est quoi le commerce de demain? Puisque si on vous écoute, je fais mes courses sur Internet, je viens plus en centre-ville. Et qu'est-ce qui fait événement commercial demain? Dans le temps, toutes les villes étaient très contentes d'avoir une Fnac. C'était un événement, je vais à la Fnac. Demain, je dirais quoi en centre-ville de Nantes? Le commerce a une grande chance, c'est que tous les jours, il ouvre ses portes. Et tous les jours, il voit rentrer des clients ou ne pas rentrer des clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les consommateurs, les gens, les habitants, les Nantais? On vient d'en parler, le marché, mais pas seulement, parce que ça, c'est des produits frais, c'est des produits à renouvellement assez fréquent. C'est une clientèle de proximité. Il y a d'autres besoins. Il y a le commerce d'aujourd'hui et de demain, c'est un commerce qui est interconnecté. Ça va être l'ensemble des chaînes de distribution sont toutes condamnées à communiquer, pas seulement par des publicités ou par des vitrines, mais aussi en utilisation des médias digitaux. Le commerce de demain, qu'on voit déjà émerger, c'est des commerces où on se retrouve. C'est des bistrots, c'est des restaurants, c'est des lieux où on prend un verre, c'est des lieux où on peut écouter la musique.
Je parlais tout à l'heure des formes modernes. Autant le marché du CD s'est effondré, et autant le marché du téléchargement vit aussi des soubresauts, mais autant le marché le spectacle vivant n'a jamais été aussi puissant. C'est une nouvelle forme de consommation. Et c'est pour ça il faut une salle de spectacle dans ce projet. Le cinéma, c'est aussi une autre pratique. Il y a le cinéma commercial, on le connaît. Il y a le cinéma d'art et d'essai qui est plus confidentiel. Mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que le cinéma aujourd'hui, c'est 190 millions d'entrées il y a 5 ans. Et aujourd'hui, c'est 220 millions d'entrées. Alors même qu'il y a possibilité sur un ordinateur de télécharger tous les films qu'on veut, on a le besoin de se retrouver en amis, en famille, pour aller au cinéma. On connaît des opérateurs dans le cinéma d'art et d'essai qui font chaque fois qu'ils programment un film, comme les gens d'Utopia, ben c'est tout le temps salle comble. Il y a des débats aussi, voilà. Donc dans ce monde qui change, on a besoin de proximité, on a besoin de se retrouver. C'est pas seulement en allant chez Zara ou H&M. Vous répondez presque à la question suivante que vous voulez vous poser. Très récemment, on a vu des nouvelles offres commerciales dans le centre-ville de Nantes, Passage Pommeraye, l'île Neptune, Carré Fédot, etc. Bon, avec des succès tardé à retrouver preneur, etc. Et il y a même des espaces qui restent un peu en attente, comme les ex-espaces du Tripode. Il y a un nouveau projet sur le square d'Avier, promis par la CCI. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer leçon des expériences du Fédot, du Tripode et de Pommeraye pour donner un élan à ce carré? Juste pour prolonger, il ne suffit pas de construire des mètres carrés, il faut les remplir également. Donc là, on a vu qu'on avait des capacités à construire, mais à accueillir des nouvelles enseignes. Et on voit que sur les projets en cours, il y a quelques difficultés. On parlait tout à l'heure de Carré Fédot, c'est revenu, c'est vrai que c'est dans l'actualité. Il y a d'autres surfaces aussi qui ont eu du mal à accueillir des nouveaux commerces. Et là, on envisage d'en construire encore. Donc, votre analyse? Merci de me poser cette question, parce que ça me rappelle quelque chose qui s'est passé en 1992, où j'ai eu la chance d'être au cœur de l'installation de la FNAC à Nantes. C'était à l'époque les bureaux de la Chambre de commerce, pour qui s'en rappelle, plus l'Office du tourisme. Et tout le monde nous faisait le procès de dire mais jamais un commerce va fonctionner dans le palais de la Bourse, dans le palais... oui, le palais de la Bourse, bien sûr, place du commerce, c'est trop loin du centre marchand. Il y avait un pari à réaliser. Le premier des paris, ça a été de faire un concept. Et ça a été fait dans le cadre d'une concertation à la nantaise qui a été assez exigeante et qui a été assez vertueuse. Et sur le plan architectural, pendant longtemps, j'ai entendu le qualificatif, c'est la plus belle FNAC de France. Je pense que c'est encore vrai. Alors, la première des choses, c'est que quand on a des espaces valorisants, déjà, ça marche un peu mieux. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit des espaces qui soient accessibles. Là, on a vu tout à l'heure qu'on était en liaison par le sud, en liaison par l'ouest, qu'il y aurait des parkings. Et l'enjeu, une fois qu'on a dit ça, c'est d'arriver à faire en sorte que le cœur marchand, le bas de Pommeraye, puisse se retrouver en lien naturel, sans barrière physique, par rapport à cette nouvelle esplanade. Le troisième point, c'est qu'on ne peut pas faire tout partout. Et que quand on transforme un ancien parking dans une surface de commerce, il faut s'attendre à ce que, éventuellement, ça ne puisse pas fonctionner. Et puis comme c'est un pôle qui est totalement isolé, le Carré Fédot, il n'a même pas la masse critique qui ferait qu'on pourrait éventuellement s'y intéresser. Et donc aujourd'hui, c'est un magnifique parking, extrêmement accessible pour les gens qui veulent venir en voiture, mais ce n'est pas fait pour être un lieu de commerce. Donc il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. De manière plus globale, l'enjeu, c'est pas de faire du commerce pour faire du commerce, ça n'a aucun sens. L'enjeu, il est de faire en sorte que le centre-ville, qui a des fragilités, qui est faible, qui est dans un rapport de force très faible avec la périphérie, avec les phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, il se retrouve dans une situation où il continue à avoir des raisons de se continuer à se développer. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quand un lieu historique, un lieu dans lequel il y a les gènes d'une ville, dans lequel il y a depuis le XVIe siècle il se passe des choses, se vide. Et c'est un risque, on le voit dans d'autres villes. À Nantes, on ne peut pas passer à côté.
Autre question, on a vu là à travers vos 3 exposés qu'on était en capacité de transformer et de faire évoluer le centre-ville demain sur un périmètre. On voit que c'est pas simple avec toutes les contraintes que vous avez expliquées, infrastructures, trains et tunnels. On est en pleine révision du PSMV. On arrive quand même encore à pouvoir faire évoluer le centre-ville en tenant compte de ces contraintes géographiques et en même temps des règles d'urbanisme. Écoutez, moi, je vois l'exemple de Nantes, de Bordeaux, certaines villes équivalentes. Évidemment, le faire vivre sur le plan architectural est important. Il faut introduire des architectures contemporaines, nouvelles, etc. Je reste tout de même persuadé que ce qui rend d'avant-garde ce genre de ville, c'est l'histoire. C'est le fait qu'elles aient su travailler avec leur patrimoine et, pour l'essentiel, le préserver. Donc je crois très fortement à l'attractivité de ces villes à l'avenir, jusqu'à ce que des morceaux de villes contemporaines nous convainquent qu'elles savent faire aussi bien, et on n'en a pas d'exemple. Voilà, c'est des villes qui ont un avenir formidable, de toute façon, à mon avis. Oui, juste un autre aspect, c'est je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bâtiment qui soit le facteur d'innovation à Nantes pour les prochaines années, entre autres sur la Petite Hollande. Je pense que c'est l'invention d'un espace public qui manque à la ville et qui va être vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Et on sent bien que sur cet espace-là, ça ne sera pas une place classique, ça ne sera pas un cours, ça sera quelque chose qui va être une invention. Et en fait, c'est le paysage qui va être créé qui sera vraiment quelque chose de très intéressant, qui a déjà été commencé autour de l'île Feydeau et qui peut être poursuivi sur ce balcon sur la Loire. Autre question, Monsieur Fortier, vous avez travaillé sur le centre-ville, vous nous avez montré vos réalisations. Vous avez travaillé sur la Loire comblée. Quel retour d'usage et d'expérience vous faites par rapport aux aménagements que vous avez faits? On a posé la question à Gérard Penaud sur Malakoff en disant OK, vous avez aménagé les quais de Loire sur Malakoff. Aujourd'hui, c'est quoi le retour d'usage de la part des habitants? Vous, sur vos travaux, quelle analyse vous faites avec un peu de recul? J'en ai dit du bien tout à l'heure. Alors permettez-moi d'en dire du mal sous 2 angles. Nous avons, sur le cours des 50 étages, c'était un des premiers grands espaces publics en dehors de Paris que les villes faisaient en France. Bien. On avait, avec les élus, nous avait beaucoup soutenus, ils nous donnaient carte blanche jusqu'à dessiner le mobilier. Ce mobilier lumière qu'on a fabriqué, il a été fait avec des techniques qui sont des techniques de laser qui sont complètement obsolètes aujourd'hui. Donc il s'est déglingué assez vite. On mériterait un rajeunissement sur ce plan-là. Il y a certaines choses qui sont dépassées, notamment toute la technologie lumière qu'on a mise en place. C'était pas entièrement notre faute. Les LED n'existaient pas, etc. Bien entendu, on a fait avec ce qui existait. Voilà. Tout le monde croyait, c'est un peu comme le Concorde, tout le monde croyait que l'avenir c'était les lasers. Bien, mais ça a été les LED, pas de chance. Bien. Ça c'est autant pour moi, autant pour la ville ou la communauté. Je trouve que le cours de 50 étages n'est pas géré. Il se dégrade, il n'est pas géré. Et plus on le laisse se dégrader, plus ça coûtera cher. À quoi s'est ajoutée la nouille de la piste vélo centrale que je n'ai pas comprise personnellement. Voilà. Ça s'appelle une zone à trafic limité pour... Je pense qu'on avait essayé, à l'initiative des élus, d'essayer de travailler le moins possible sur le fractionnement, sur les rails, sur les fonctions, une fonction à côté d'une autre. Je pense que on est revenu dans ce biais qui n'est pas bon, quoi. Voilà. Ok, une dernière question, elle est courte. Le végétal en centre-ville. La forêt sur la quai de la Fosse. Écoutez, non, je pense qu'il ne faut pas se payer de mots. Nous n'avons pas du tout essayé. Alors, on a eu des débats assez amusants. Les douves qu'on a faites au sud Feydeau, nous souhaitions, à l'origine, les planter. Bien. Avec de grands arbres merveilleux. Je ne suis pas un spécialiste des arbres, donc ça aurait été au service des parcs et jardins. L'architecte des bâtiments de France de l'époque avait une conception militaire de l'île Feydeau.
Il ne voulait voir qu'une façade, pas un seul arbre. Il prétendait que les arbres cachaient les façades, etc. Il était sympathique au demeurant, mais on a eu un débat et on n'a pas planté. Bien. Le service actuel a une toute autre attitude et beaucoup plus ouvert à ça. Bien. Par ailleurs, on a amorcé, donc, entre le cours de 50 étages et le château, cette promenade plantée, qu'on verra mieux quand l'aménagement du miroir sera fini, etc. Moi, ce mélange d'espèces et ce mélange d'échelles entre les grands arbres qu'on a conservés et les arbres bas qui vont être plus colorés, etc., me semble agréable. Je pense que nous n'avons pas assez indiqué, nous n'avons pas assez densifié cette végétation. Un poil plus serait bien. Voilà. Enfin, c'est une forme. C'est une forme possible. Alors, il y a d'autres formes possibles. Il y a des quinconces, il y a des alignements, il y a bien d'autres formes possibles d'utilisation du végétal. Là, c'est plus libre ce qu'on attendait. En introduction de votre propos, vous avez dit que, et on va quand même vous poser la question, donc on va vous demander d'y répondre, notamment sur la question des solutions de franchissement. Tous les urbanistes qui sont venus sur le thème numéro 4 ont été questionnés sur la solution, une ou plusieurs. On a auditionné, on a vu des gens parler du transborder, de téléphérique. Pour information, vous travaillez sur un téléphérique à Brest. Votre analyse par rapport aux réflexions que vous menez en ce moment sur le centre-ville, pour un centre-ville, comme vous disiez, accessible? Je crois savoir qu'il y a un débat un peu vif sur un pont, pas de pont, un grand pont, un petit pont, un pont rouban. Je n'ai pas du tout les éléments pour vous répondre. Je ne sais pas si ces franchissements sont utiles. Ils sont peut-être. Quelle forme ils doivent avoir, je suis absolument incapable de répondre à votre question, parce que nous n'avons pas travaillé sur les grands éléments de circulation de l'agglomération. J'imagine que c'est à cette échelle-là que ça a du sens. Voilà. Donc je ne sais pas. En effet, à Brest, il y a un téléphérique qui va entrer dans un grand bâtiment qu'on rénove, mais parce que le besoin est uniquement piéton. Là, je ne sais pas si dans cette histoire de franchissement, j'imagine que le besoin n'est pas seulement piéton. Donc, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Je ferai une réponse très différente, simplement, mais qui est peut-être hors sujet. Simplement pour dire que si la Petite Hollande est l'endroit où on voit la mer, plus on verra de ponts, plus on fermera la perspective sur la mer. Mais le doublement, par exemple, du pont, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le Anne de Bretagne, est très, très... Ou alors c'est l'occasion de l'embellir de façon considérable, mais sinon c'est encore un masque de plus. Il est dans la perspective de la Petite Hollande. Et vraiment, on le voyait très bien sur la photo que vous avez montrée de la Petite Hollande au début, c'est cette vue. Je pense que le Nantais, quand on regarde toutes les gravures anciennes, etc., il y en a beaucoup qui sont toujours pareilles. Il a le dos à la ville ou à l'immeuble du quai, et il regarde vers l'ouest, toujours. Et donc cette posture sur la Petite Hollande est une posture essentielle. Voilà. Donc s'il y a un pont qui bouge, c'est pas terrible.